Bonjour et bienvenue dans cette présentation dans laquelle on va parler des moyens de synchroniser un système legacy avec une architecture microservice. Alors, première des choses, je vais me présenter. Moi, je suis Brice Leporini, je travaille chez Palo IT. J'occupe le poste de directeur technique, mais mon métier, c'est développeur. Donc, je suis développeur Java depuis une bonne quinzaine d'années et un peu plus récemment développeur Scala. Vous pouvez me suivre sur Twitter, mon handle c'est @blep. Quelques mots sur Palo IT. Alors Palo IT, en fait, on est une boîte de consulting orientée delivery. Ça veut dire qu'on aide nos clients à construire leurs produits. Et donc, évidemment, comme toutes les boîtes de consulting, on a de gros besoins en recrutement. Donc, si à un moment donné vous êtes intéressé, vous me chopez dans un couloir ou sur Twitter ou sur LinkedIn, comme vous voulez, et on fera la mise en relation. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il y a quelques temps, il y a un client qui m'a demandé de l'accompagner dans une migration d'une application monolithique vers une architecture orientée microservices. Alors, on est dans le domaine du retail, donc c'est une application de e-commerce. C'est une application de e-commerce donc qui sert le site web desktop, les API pour les applications mobiles, les back-office en point de vente. Et c'est une application qui a 15 ans. Okay, donc ça veut dire plusieurs centaines de milliers de lignes de code, plusieurs générations de développeurs, plusieurs façons d'écrire du code. C'est une application donc, qui fait de la prod depuis 15 ans, donc ça veut dire que c'est une application qu'on ne peut pas arrêter comme ça. C'est une application qui est critique, c'est une application qui peut faire jusqu'à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Le but du jeu, c'est de la remplacer par une architecture microservice, mais une chose qui est évidente, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire de migration Big Bang. Donc il va falloir trouver un moyen de faire cette migration de façon progressive. De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, je vous ai fait une petite slide buzzword. On ne va pas rentrer dans les détails de tous ces buzzwords parce que je pense déjà que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour rentrer dans les détails. Mais juste pour vous expliquer tous les concepts et les technologies qu'on a utilisées et pourquoi on les a choisis pour ce besoin spécifique. Donc, on va parler d'event sourcing, de CQRS, domain driven design, de data streaming et de change data capture. Alors déjà, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qui était escompté de cette plateforme microservice, puisqu'on ne fait pas une plateforme microservice parce qu'on est des hipsters. Enfin, on essaye. Il y avait de vrais besoins. La première des choses, c'est que, en fait, vous savez comment ça marche. J'imagine que vous avez tous travaillé sur des grosses applications avec plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Et ce qui se passe, c'est quand on veut introduire des nouveaux changements, quand on veut avoir des nouvelles fonctionnalités, généralement, ça doit être groupé dans une release. Ça peut passer des jours ou des semaines en QA avant d'être poussé en prod. Le fait d'avoir une architecture orientée microservices, donc ça veut dire qu'on va avoir des contextes fonctionnels distincts qui vont avoir leur propre cycle de vie, ce qui va permettre sur certains contextes d'avoir un meilleur time to market pour pousser des modifications. Donc ça, c'était un des premiers enjeux. Le deuxième, c'était de pouvoir se dire, on va pouvoir utiliser la technologie qui va nous intéresser en fonction du contexte. Par exemple, vous n'allez pas forcément utiliser le même système de persistance pour stocker les informations clients que pour votre catalogue de produits. Parce que votre base de données de clients ne va pas forcément être sollicitée au même titre, de la même façon que votre catalogue produit, et vous n'allez pas avoir besoin des mêmes fonctionnalités. Alors, pour faire du progressif, comment on va faire ? On va reposer sur un principe simple que Martin Fowler a expliqué dans un billet de blog. Et ce principe, il s'appelle le Strangler Application Pattern. Qu'est-ce qu'il dit dans son billet de blog ? Il dit qu'il était en vacances avec sa femme et qu'il se baladait, je crois que c'est en Australie, et il est passé devant cet arbre. Alors celui-là, celui de la photo, si vous allez sur le blog de Martin Fowler, vous allez le trouver, je lui ai pris la photo. Et ce que ça dit, quand il est passé devant cet arbre, il s'est dit, là, il y a un arbre, un vieil arbre, qui a été progressivement recouvert par un autre végétal jusqu'à ce qu'il meure, et le végétal a pris sa place. Et en fait,
pour lui, c'est une allégorie qui faisait sens dans les projets où on doit remplacer un système d'information complexe par un autre. Il s'est dit, il ne faut plus qu'on fasse des migrations Big Bang parce que c'est trop risqué. Il faut qu'on puisse migrer l'application fonctionnalité après fonctionnalité, et que à chaque fois qu'on met en prod une nouvelle fonctionnalité, on étrangle un peu plus le legacy jusqu'à ce qu'on ait couvert totalement l'ensemble des fonctionnalités et qu'on puisse complètement décommissionner cette application. Alors très bien, mais ça c'est au niveau des fonctionnalités. Et ce qu'on voulait faire, c'est pousser le curseur un peu plus loin, parce qu'on s'est dit, quand on va pousser un nouveau contexte, alors souvent je vous parlais de contexte et je fais référence à bandit de contexte ou contexte borné, puisque c'est un concept qu'on utilise, c'est un concept sur lequel on se repose, qui vient de Domain Driven Design, pour dessiner un peu la façon et le découpage en microservices. Donc je disais, ça c'est au niveau des fonctionnalités, mais ce qu'on voudrait faire, c'est qu'au moment où on va pousser un nouveau contexte en prod, un nouveau microservice, ce serait peut-être pas mal qu'il ne soit pas disponible pour tout le monde, mais qu'on le mette à disposition simplement à une frange réduite d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'on veut vérifier qu'on n'a pas de bug majeur ou un gros problème de performance. Okay ? Et si jamais c'est le cas, ce qu'on fait, c'est qu'on reroute cette frange d'utilisateurs sur le système historique, et donc on fixe et puis on va réitérer. Et globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de s'acheter le droit de commettre des erreurs sans que c'est un impact notable sur le business. OK ? Et puis, donc c'est ce qu'on appelle le canary release. Et au fur et à mesure que l'application se comporte bien, on va pouvoir étendre la population qui a accès à cette nouvelle fonctionnalité jusqu'à décommissionner l'ancienne. OK ? Mais ça veut dire que si on peut à un moment donné se dire « Ouh là là, on a un problème », qu'il y a certains utilisateurs qui ont commencé à utiliser le nouveau service et que ça a entraîné des changements dans les données, il faut absolument qu'au moment où on va vouloir les rerouter sur l'ancien système, que l'ancien système soit aussi averti de ces changements. Et en fait, ça, c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui on va discuter du fait qu'on va synchroniser cette application legacy avec cette plateforme orientée microservices. Et on doit prendre en compte le fait que les deux systèmes peuvent modifier les mêmes données de façon concurrente. Donc globalement, si on regarde sur ce schéma, vous voyez sur la droite, on a schématisé l'application monolithique, la grosse application avec sa grosse base de données. Et à gauche, on a un ensemble de microservices. Donc on a respecté la convention. Chaque microservice a une base de données dédiée et ne partage pas sa base de données avec ses petits copains. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est cette boîte bleue au milieu. C'est qu'est-ce qu'on va proposer pour pouvoir maintenir synchronisés les deux systèmes. Alors, il va falloir que on ne va pas pouvoir gérer les conflits. C'est-à-dire qu'il ne va pas être possible que face à deux enregistrements identiques, mais dont l'état diffère, on ne va pas pouvoir appliquer un arbre de décision pour savoir qui a raison. Parce que c'est source d'erreur. Et en plus, on va avoir des problèmes entre guillemets de scalabilité, puisqu'il va falloir sinon l'adapter à tous les contextes. Et il va falloir en implémenter un pour tous les contextes fonctionnels. Et surtout, on ne saura pas forcément qui a raison, puisqu'on peut avoir des conflits qu'on ne saura pas résoudre. Donc il faut qu'on trouve un moyen générique de répondre à cette problématique. Donc on va poser quelques règles avant tout. On va se dire que pendant qu'on est dans cette phase de canary release, où on va avoir des clients qui vont être sur la nouvelle plateforme pour un contexte donné et d'autres clients qui vont être sur l'ancienne plateforme, on va dire que quand on va propager un changement qui vient du côté microservice qui va être propagé côté legacy,
on va lui appliquer l'ensemble des règles de gestion côté microservices, mais elles vont être également appliquées côté legacy, et celui qui aura la décision finale, c'est legacy. Ça, c'est pendant la phase de canary release. Une fois que ce contexte est disponible pour l'ensemble des clients, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va plus notifier l'ancien système qu'il va y avoir des changements. Exemple, si on prend toujours pas l'exemple de la fiche client, si je modifie mon numéro de téléphone, même si ce contexte fonctionnel est couvert par la nouvelle appli, ça va pouvoir être intéressant de propager ce changement, parce que peut-être que pour la gestion des commandes, ça va être intéressant de savoir que le numéro de téléphone a changé. Par contre, il ne va plus y avoir d'application des règles de validation. Alors, avant de vous parler de ce qu'on a fait, j'aimerais vous ramener un petit peu en arrière et qu'on se rappelle comment ça fonctionne, la gestion des modifications dans une base de données relationnelle. Quand vous appliquez des changements à une base de données relationnelle, c'est-à-dire vous allez faire des updates, des deletes, des inserts, etc., ces changements ne sont pas appliqués en temps réel aux fichiers de données. Ils sont pris en compte en temps réel, ils sont dans le buffer, donc dans la mémoire, mais cet ensemble de modifications est empilé dans ce qu'on appelle un transaction log ou un bin log, suivant les bases de données. Et pourquoi ce n'est pas fait en temps réel dans une base de données? Pour des raisons de performance. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un process en tâche de fond qui va lire les journaux transactionnels et qui va les appliquer aux fichiers de données en tâche de fond. Et donc, ce qu'on a dans le buffer, les données sont à jour. Donc, pour avoir l'état, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'état de la donnée, c'est-à-dire l'état qu'on a dans le buffer, c'est le dernier état qu'on a trouvé dans les fichiers de données, auquel on va appliquer l'ensemble des transactions qui n'ont pas encore été synchronisées avec le fichier de données. OK ? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que c'est ce qu'on a essayé de faire, mais au niveau du système d'information. Donc, je vais vous commenter ce schéma. Donc à droite, on a toujours notre partie legacy avec la grosse base de données. Et à gauche, on a nos microservices avec la base de données dédiée. Et pour comprendre un peu la cinématique, je vais prendre un exemple et je vais garder l'exemple de je veux changer mon numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passe habituellement dans ce genre d'application? J'ai une interface utilisateur qui m'affiche un formulaire. Je saisis mon nouveau numéro de téléphone et je clique sur le bouton « Appliquer changement ». Alors, dans les applications traditionnelles, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir traiter ce genre de requête? On prend la requête, on fait un ensemble de validations et puis on modifie directement la base, on fait un update. Là, ce n'est pas ce qu'on va faire. Parce que là, le microservice, il va juste avoir le droit de lire dans la base de données. Et donc, quand il va recevoir cette requête de demande de changement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un événement métier. Et dans cet événement métier, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Brice a changé ses informations personnelles, voilà l'état avant, voilà l'état après ». Il va packager ça dans un événement métier. Cet événement métier va être enregistré dans ce qu'on appelle l'event store et va être envoyé de façon asynchrone côté legacy. OK? Maintenant, habituellement, qu'est-ce qui se passe quand on a cliqué sur appliquer changement? Ça s'est bien passé. Habituellement, on a une interface utilisateur qui va nous afficher une vue dans laquelle on va pouvoir contrôler que les changements ont été pris en compte. Et à ce moment-là, quand l'interface utilisateur va demander ma fiche client, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller regarder dans la base de données, il va remonter cet enregistrement, qu'on sait obsolète, puisqu'on est quelques millisecondes plus tard, qu'on sait obsolète. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder dans l'Event Store l'ensemble des événements qui doivent être appliqués à cette fiche. Et donc là, il va trouver l'événement métier qu'on vient de créer et il va l'appliquer sur l'enregistrement qu'il a trouvé dans le snapshot, cette base de données qu'on appelle le snapshot. Et il va envoyer ça à l'interface utilisateur avec un niveau de confiance, un indice de confiance élevé sur le fait que l'information est à jour. OK? Maintenant, on va discuter de ce qui se passe en tâche de fond côté legacy. Donc, pour la petite histoire,
le système legacy était à la charge, la maintenance du système legacy était à la charge d'un autre partenaire. On avait accès au code source, on avait accès à la base au schéma de la base de données, mais on ne pouvait pas intervenir sur ce système. Donc ce qu'on leur a demandé, on leur a dit, ce serait bien que vous placiez un process qui va consommer ces événements métiers. Donc c'est la boîte dans laquelle j'ai marqué validation. Et sur ces événements métiers, vous allez appliquer les règles de gestion historiques, celles du système historique, avant d'appliquer les changements dans la base de données. Donc DML, c'est pour Data Manipulation Language, c'est tous les insert, update, delete. Et une fois que c'est fait, vous allez nous envoyer un compte rendu, un acknowledge. Soit on a traité cet événement, ça s'est bien passé, soit on a traité cet événement et on a une erreur, et voici le contenu de l'erreur. Et ça va être envoyé côté microservice de façon asynchrone de la même façon. Et là, il y a encore la boîte bleue qu'il y a en bas. On ne va pas en parler tout de suite. Ce que je vous demande, c'est juste de considérer pour l'instant que cette boîte, elle sert à traquer l'ensemble des changements qu'il y a dans la base de données legacy et de les propager vers la nouvelle base de données. Donc dans l'exemple, en fait, on est chez ce client-là, on est en C# côté legacy et la base de données, c'est du SQL Server. Côté microservice, ça pourrait être un peu n'importe quoi. Ça pourrait être un key value store, ça pourrait être une base orientée, document. Bon, en l'occurrence, là, c'était du Postgre. Donc dans ce process-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traquer les changements d'un côté pour les propager de l'autre. Et si on continue dans notre scénario, imaginons que quelques secondes, quelques minutes plus tard, je fais F5 sur cette vue. À ce moment-là, ce que fait le microservice, c'est qu'il va chercher dans la base de données, il remonte un enregistrement qui est à jour, et ce qu'il fait quand même, c'est qu'il va aller chercher l'ensemble des événements qui sont liés à ce document, et il ne va appliquer que les événements qui n'ont pas reçu d'accusé de réception, d'accusé de traitement. D'accord ? Donc en l'occurrence, là, comme on a historisé, c'est ça que je ne vous ai pas dit, les accusés de traitement sont envoyés asynchrone et sont historisés également dans l'Event Store, au-dessus des événements métiers. Donc il ne va appliquer que les événements qui n'ont pas reçu d'accusés de traitement. Donc là, tout a été, on a eu les accusés de traitement pour tous les événements. Il renvoie le document tel quel. OK ? Alors, quelques mots sur les événements métiers. Alors déjà, les événements, il y a deux propriétés essentielles, il y en a plus, mais il y en a vraiment deux sur lesquelles je voulais mettre l'accent. Le premier, c'est que les événements sont immuables. Immuables, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous mettez une bouteille de coca dans votre panier, ben, le seul moyen de remettre votre panier à zéro, c'est d'avoir un autre événement qui dit j'ai retiré une bouteille de coca de mon panier. D'accord ? Ce que ça veut dire également, c'est la deuxième propriété fondamentale, c'est que les événements sont ordonnés. Si votre système il se retrouve à traiter l'événement du retrait d'une bouteille de coca dans un panier vide, il va lever des erreurs. Troisième point, parce qu'en fait, petit détail, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ici, donc dans la liste du Postgre, sur le schéma, c'est schématisé de telle façon que ce soit des systèmes de persistance différents, mais dans la vraie vie, ce qu'on a fait, c'est que l'Event Store, on l'a mis dans Postgre en se disant, si un jour on a vraiment des problèmes de volumétrie, on trouvera un autre Event Store. Et là-dessus, le point d'attention sur lequel je voudrais vous amener, c'est un agrégat d'événements, il faut qu'il ait un couplage lâche par rapport à votre snapshot. Donc la liaison que vous allez avoir entre votre agrégat d'événements et votre snapshot, ça doit être une clé métier. Et vous allez devoir éviter d'utiliser les contraintes d'intégrité référentielle. Parce que quand votre snapshot il va bouger, migrer votre agrégat d'événements, ça va être galère, voire des fois pas possible. Donc pour résumer, ce qu'on peut se dire, c'est que, à l'instar de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la base de données relationnelle, l'état d'une entité côté microservice,
c'est le dernier état qu'on va trouver dans le snapshot, la base de données microservice, auquel on va appliquer l'ensemble des événements pour lesquels on n'a pas reçu d'accusé de traitement de la part du legacy. C'est le principe fondamental de cette architecture. Alors, c'est un cas d'usage de CQRS et event sourcing. Alors, pour rappel, CQRS, ça veut dire Command and Query Responsibility Segregation. C'est un mot compliqué pour dire qu'on ne va pas interroger notre modèle de la même façon, on ne va pas utiliser le même moyen pour interroger notre modèle que pour le modifier. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Puisque quand on va vouloir modifier notre modèle, on génère un événement métier qu'on propage. Quand on va vouloir interroger notre modèle, on va regarder dans le snapshot et également dans l'event store. Et event sourcing, c'est parce qu'on utilise des événements métiers. Revenons maintenant sur cette boîte bleue pour laquelle je vous ai donné assez peu d'indications. Donc, comme je vous ai dit, l'ancien système est à la maintenance et l'exploitation est à la charge d'un partenaire. Pour des raisons de SLA, on n'a pas le droit de faire de requêtes d'interrogation sur cette base. Je ne suis pas sûr que ça nous aurait apporté quelque chose, quoi qu'il arrive. Et ce qu'on va essayer de chercher, c'est la latence minimale pour pouvoir propager les changements du legacy vers les microservices. Alors, avant de vous parler de ce qu'on a fait, je vais vous parler des options qu'on a écartées. La première, puisqu'on se dit, tiens, on propage des événements métiers d'un côté des microservices vers le legacy, on pourrait très bien se dire, pourquoi le legacy, on ne verrait pas des événements métiers de la même façon. Et en fait, je tiens à rappeler que c'est une application qui compte plusieurs centaines de milliers de lignes de code, qu'on va pouvoir en avoir en C# et pas mal également en Transact SQL dans la base. Donc on avait un indice de confiance pas assez élevé sur la capacité à spotter tous les endroits dans le code qui sont susceptibles de modifier l'état d'une ligne. Et même si on l'avait eu, en fait, ça aurait engendré des coûts d'ingénierie importants et également potentiellement des temps importants, puisqu'on sait que cette application, elle a un time to market qui est, au niveau des modifications, qui est important. La deuxième option à laquelle on a dû réfléchir à peu près 10 secondes, c'est l'utilisation des triggers en base de données. Pourquoi ? Parce que les triggers en base de données, qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'on va avoir le déclenchement d'une procédure stockée sur une manipulation de données, et donc ça va ajouter une latence à chaque transaction, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas gérer au niveau, qu'on ne pouvait pas prévoir pour des raisons de performance. Puisqu'en fait, ça va avoir un vrai impact sur l'activité transactionnelle. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est tourné vers un autre type d'outil qui s'appelle CDC, pour Change Data Capture. Et qu'est-ce que fait CDC ? CDC, il va journaliser l'ensemble des modifications qui interviennent sur la base de données. Okay ? Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir trouver tous ces changements et propager ces changements sans avoir à modifier le code de l'application legacy. Comment on va faire ça ? Donc, il y a plusieurs options. Il y a des solutions propriétaires. Là, en l'occurrence, il y a deux options qui nous ont vraiment intéressés. C'est Debezium. Debezium, en fait, il a des connecteurs par rapport à des bases de données. Et puis, tous ces changements, il les intercepte et il les propage dans Apache Kafka. Au moment de l'étude, il n'y avait pas le connecteur pour SQL Server. Et le connecteur a été réalisé en février de cette année. Donc, mais par contre, en revanche, dans SQL Server, il y a une fonctionnalité qui s'appelle CDC. Et qu'est-ce qui se passe quand vous activez CDC sur une table ? Ça crée une table compagnon qui a à peu près la même structure que la table métier, avec quelques contraintes en moins, 2 ou 3 colonnes techniques en plus. Et dans cette table, à chaque fois cette table va enregistrer les changements. Alors, ce sont des événements techniques. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'événements techniques, des métiers, mais là, ce sont des événements techniques. Et la question s'est posée,
Doit-on reconstruire des événements métiers à partir d'événements techniques? C'est une question qu'on s'est posée et en fait, ça venait avec une certaine complexité parce que quand vous avez une action métier, par exemple, je vais créer une nouvelle commande, bah, ça va avoir un impact forcément sur plusieurs tables. Donc ça veut dire que si on veut vraiment reconstruire l'événement métier, bah, il faut réussir à remettre ensemble les événements sur plusieurs tables pour reconstruire cet événement métier. Et face à cette complexité, on s'est dit, mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si ça a été enregistré dans la base, ça veut dire qu'il y a un ensemble de règles de gestion qui ont été passées sur ce changement avant qu'il soit persisté. Il a été validé au sein d'une transaction. Donc s'il est dans la base, on lui fait confiance, on répercute simplement le changement. Donc on a gardé les événements techniques, on n'a pas reconstruit d'événements de métier. Quand on utilise CDC dans SQL Server, il y a quelques points d'attention à prendre en compte. Donc je vous ai dit, ça crée une table à côté, une table compagnon. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez appliquer un changement sur une ligne? Il va y avoir un process en tâche de fond qui va... Alors, ce que je ne vous ai pas dit, voilà, c'est que comment ces données de changement vont être générées. C'est que vous allez avoir dans la base un process en tâche de fond qui va aller regarder ce qui se passe dans les journaux transactionnels et en fonction des modifications, il va remplir ces tables CDC. Et qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre, à chaque fois que vous modifiez une ligne, il va mettre une ligne dans CDC avec l'état avant, une ligne dans CDC avec l'état après. OK? Ça veut dire que si vous faites 1000 updates sur une seule ligne, dans une table, ça va vous générer 2000 lignes dans CDC. Alors que côté métier, vous n'avez toujours qu'une seule ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous choisissez cette option, vous allez avoir des discussions à mener avec votre équipe d'administration de base de données. Pourquoi? Parce qu'il faut envisager la volumétrie de changement pour pouvoir provisionner l'espace de stockage pour les tables de CDC. Il va falloir vérifier aussi que ça n'a pas un impact trop important en termes de performance sur la base. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que tous les cas d'usage n'étaient pas adaptés. Par exemple, à un moment donné, on nous a dit, bon ben voilà, cette table-là, 3 fois par jour, on la vide, on la re-remplit. Ah bon? C'est-à-dire, en fait, il y a un fichier qui arrive, et donc le fichier, il est chargé, etc. D'accord. Donc si on utilise CDC, à chaque fois, on va générer autant de milliers de lignes dans CDC. En termes de volumétrie, ça nous paraissait un peu important. Donc l'option qui était choisie plutôt, c'était de dire, OK, là, on ne va pas utiliser CDC. Ce qu'on va faire, c'est que si le changement il arrive à partir d'un transfert de fichier, on va s'appuyer sur le même transfert de fichier pour propager le changement. Dans les points d'attention, donc évidemment, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, vous allez éviter de stocker vos fichiers de données CDC au même endroit que sur les mêmes disques que les fichiers de données de vos tables métiers. Alors, là-dessus, je fais un petit focus sur la différence, sur les spécificités qu'on va apporter, le fait de traiter des événements. Et ça, c'est un cas qu'on a vraiment eu. Admettons qu'on est deux tables, on est une table dans laquelle on a l'ensemble des commandes et une autre table dans laquelle on a l'ensemble des articles des commandes. Elles sont connectées via une relation 1N. Et si on veut savoir combien d'articles compte une commande, c'est trivial, on fait une requête d'agrégation dans la base. Sauf que cette donnée n'a pas été dénormalisée dans la commande. Et si c'est une information que je veux avoir du côté microservice, quand je veux intégrer une nouvelle commande, ça va amener une certaine complexité. Alors déjà, parce qu'on n'est pas certain que les événements de création d'un nouvel article et les événements de création de nouvelles commandes vont être traités dans le même ordre, puisqu'ils vont arriver dans des files d'attente différentes. Donc là, l'exemple en question, c'est tiens, j'ai reçu un nouvel article, mais cette commande, je ne la connais pas, donc ça veut dire que je vais mettre ça dans un espace de staging en attendant de recevoir l'événement de création de la commande correspondante. Donc j'en reçois 1, 2, 3. Et à un moment donné, si je veux savoir quand est-ce que je vais finir de recevoir des événements de création de nouvel article, c'est un flux. Donc je ne vais pas savoir, parce que je ne sais pas combien il y a d'articles dans cette commande. Donc on a interrogé le partenaire, on lui a demandé, mais alors comment on peut faire?
On a regardé, il nous a dit, bah, en fait, il n'y a qu'un seul moyen de faire, c'est vous allez comparer le prix total de la commande avec la somme du prix de chaque article fois la quantité. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé ça assez fragile quand même. Pourquoi on a trouvé ça assez fragile? Ben, imaginez que le dernier article, ce soit un emballage cadeau gratuit. Donc dans cette configuration, ce qui se passe, c'est que donc, premier article, deuxième article, troisième article, tiens, je reçois la commande, je compare, je fais l'addition, je compare les deux, il y a match, ma commande, elle a 3 articles. J'enregistre la commande. Elle a un niveau de maturité suffisant, j'enregistre la commande. À ce moment-là, je suis faux. Après, je reçois le dernier article. Donc est-ce que c'est un problème? Ben, après, on reçoit le dernier article, on se dit, ah tiens, il y en a encore un. Bon, ben, je l'insère et puis je vais incrémenter le nombre d'articles dans ma commande. Alors, est-ce que c'est un problème? Nous, on a pensé que ce n'était pas un problème, on a pensé que c'était un compromis qui était basé sur le principe de cohérence à terme. Et je pense que tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des bases de données NoSQL distribuées sont à peu près familiers avec ce principe. Ce que ça dit, le principe de cohérence à terme, c'est qu'on peut être incohérent à un moment donné, considérant qu'à terme, on sera cohérent. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque bon, on parie qu'il y aura quelques millisecondes, peut-être une, peut-être deux, pendant lesquelles on va avoir une commande qui va être incohérente par rapport à la réalité. Alors, je vous parle d'événements métiers et d'événements techniques depuis tout à l'heure. Donc forcément, il nous faut un système qui soit fiable pour pouvoir propager tous ces événements. Et alors, on n'a pas été très créatif puisqu'on a pris une des références du marché. On a pris Apache Kafka. Apache Kafka, c'est une plateforme de streaming de données. C'est un broker de messages avec un écosystème au-dessus. Et pourquoi on a choisi Apache Kafka? Parce qu'il vient avec certaines propriétés qui sont parfaitement adaptées à notre besoin. La première, c'est que les messages dans Apache Kafka, ils sont immuables, au même titre que nos événements métiers. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir un ordre dans les messages qui va être garanti par la plateforme au niveau de la partition. Au niveau de la partition, c'est important. Ça veut dire que quand vous allez définir votre partitionnement dans vos topics Kafka, il faut que votre partitionnement il soit cohérent d'un point de vue métier. Il va falloir éviter que deux messages qui sont liés à une même commande se retrouvent dans des topics différents. Bon, et après, il vient avec plein d'autres propriétés qui vont être intéressantes. C'est distribué, c'est tolérant en panne, et on sait que ça a une capacité à scaler horizontalement qui est importante. Autre détail, c'est que dans ce broker, les messages, à chaque fois qu'on envoie un message, il est enregistré sur le disque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis coté par exemple microservice, mon legacy est down pour une raison X ou Y, c'est pas grave, j'ai shooté mon message de façon asynchrone, je continue à faire du business, j'ai pas de validation, j'ai pas de compte rendu d'opération pour le moment, mais c'est pas grave, je sais le gérer. Et quand mon legacy va revenir up, ce qu'il va faire, c'est qu'il va consommer les messages parce qu'ils sont enregistrés sur disque. Donc ce que je vous propose, alors je vous ai fait un diagramme de séquence, j'espère que vous voyez, mais de toute façon je vais vous le commenter, puisque là en fait on a l'ensemble des outils qu'on a utilisés et des principes. Alors, première étape, je vais modifier mon numéro de téléphone, je construis un événement métier, je le stocke et je l'envoie de façon asynchrone côté legacy. Donc forcément mon interface utilisateur est amenée à me représenter ma fiche client. Donc, je vais chercher le dernier enregistrement que je connais. Je vais chercher l'ensemble des événements que je vais vouloir appliquer. Et je vais appliquer tous ceux qui n'ont pas subi pour lesquels je n'ai pas d'accusé de traitement. Et je renvoie cet enregistrement sur l'interface utilisateur. Pendant ce temps-là, côté legacy, je vais traiter cet événement, vérifier l'ensemble des règles de gestion, appliquer le changement dans la base et envoyer le compte-rendu de traitement. OK ? Et donc là, j'ai rajouté une boîte.
microservice intégration process. Et là-dessus, on s'est posé une question, on s'est dit, est-ce que on adhère à la règle pour un microservice, il y a une base de données qu'on partage avec personne, ou est-ce qu'on met un process à côté? Et on s'est dit, on va mettre un process à côté, parce que cette phase pendant laquelle je vais devoir appliquer les changements qui viennent du legacy, elle est transitoire. Elle est transitoire, et ça veut dire qu'à un moment donné, si je vais vouloir arrêter de faire cette synchro dans ce sens, de propager les changements dans ce sens-là, je vais vouloir simplement pouvoir faire mash supr de mon repo Git et de mon service, sans avoir à aller faire beaucoup de refactoring dans le code. OK ? Et puis là, on va se dire que je fais F5, quelques secondes plus tard, je suis dans une période un peu trouble, pendant laquelle les données techniques de CDC ne sont pas encore arrivées, et où je vais faire F5 sur ma fiche client. À ce moment-là, mon microservice va chercher la donnée dans le snapshot. C'est un enregistrement qui est obsolète, on le sait. Et puis, il va chercher les événements. Mais ils ont tous reçu un accusé de traitement. Donc, en fait, il ne va pas les appliquer. Et il va m'envoyer à mon interface utilisateur une information obsolète. Alors, est-ce que c'est un problème ? Encore une fois, on a considéré que c'était un compromis basé sur le principe de cohérence à terme, en pariant que ce lag ne serait que de quelques centaines de millisecondes, voire au pire quelques secondes. En plus, on est dans la période du canary release. Donc, on s'est dit, ça peut arriver, mais on parie que c'est un corner case. Ce que ça veut dire aussi, c'est que vous allez devoir monitorer le lag que vous pouvez avoir entre les deux plateformes. Et le monitoring est important. OK ? Donc, pour résumer, si j'ai un changement qui vient du côté legacy, donc legacy en bleu, je vais avoir donc une action métier. Ça va générer un changement direct dans la base de données. Ce changement va être intercepté par CDC, transmis côté microservice, et ce changement va être intégré. OK ? Du côté, de l'autre côté, si on a un changement qui vient du côté microservice, on va créer cet événement métier qui va être propagé côté legacy. Il va être validé, ce changement, comme on l'a dit, les règles de validation vont être appliquées. Et on va avoir les changements qui vont être propagés, qui vont être appliqués à la base de données, et on va reboucler comme précédemment, interception des changements directement dans la base et intégration côté microservice. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la façon de changer les données, elle est circulaire. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de conflit. Ce que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez avoir des erreurs ici. Okay ? C'est qu'à un moment donné, on dit « non, ce changement, je ne l'accepte pas ». Et du coup, on va avoir un événement qui va expliquer pourquoi que le changement n'a pas été accepté et pourquoi il n'a pas été accepté. Et ça va être assez intéressant au niveau traçabilité, parce que c'est une information qui va être empilée sur votre agrégat, dans votre agrégat d'événements. OK ? Maintenant, je vais vous parler de ma partie préférée, c'est comment on va mettre en prod un nouveau microservice. Pourquoi c'est ma partie préférée ? Parce que souvent les mises en prod, ce sont des événements critiques. Souvent, quand on doit remplacer un service par un autre, ce qui va se passer, c'est qu'on va exporter des données, on va appliquer des procédures de migration qui sont plus ou moins complexes. On va avoir un jeu de données qui va être plus ou moins volumineux. Et pendant ce temps-là, si on le fait en mode Big Bang, ce qui se passe, c'est qu'on a l'ancien système qui est arrêté, le nouveau qui n'est pas encore démarré. Pendant ce temps-là, on ne fait pas de business. Bon, là, on avait de la chance quand même parce qu'on ne travaillait pas pour Amazon. Donc, on avait une fenêtre de maintenance qui était évidemment la nuit. Et le principe qu'on a imaginé, c'est qu'on a dit, OK, on ferme le service pour maintenance, on exporte l'ensemble des données qui concernent le contexte qu'on veut mettre en prod. Donc là, si on reprend la fiche client, c'est peut-être 2 ou 3 tables. On active
le suivi des changements, RCDC, et à partir de ce moment-là, on peut rouvrir le service pour refaire de la prod. Ça ne veut pas dire qu'on a fini la mise en prod, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour recommencer à faire de la prod et continuer la mise en prod en tâche de fond. Alors, l'activation de CDC, c'est ce qu'il y a d'obligatoire, et c'est ce qu'il y a d'obligatoire, mais ce qui est recommandé, c'est aussi instantanément de commencer à streamer tous ces changements dans Kafka, parce que en fait, vaut mieux transférer la charge sur Kafka que sur les tables CDC. Et pendant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir dérouler votre procédure d'importation. Et au lieu d'avoir passé des semaines à essayer de l'optimiser pour qu'elle dure le moins longtemps possible, bah là on s'en fout. Elle peut durer des heures, c'est pas grave, elle peut durer des jours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, les changements sont propagés dans Kafka, et Kafka enregistre ces changements dans le disque. Et là, une propriété, c'est que ces changements vont pouvoir être retenus dans Kafka pendant un temps paramétrable qui peut être des jours, des semaines, des mois. Ça dépend du nombre de disques que vous donnez à votre plateforme de streaming. Donc notre procédure d'importation, elle est longue, et puis elle peut même planter. Si elle plante, au lieu que ce soit le gros stress, c'est pas grave, hein. Elle plante, on la fixe, parce qu'il y avait un corner case qu'on n'avait pas prévu en dev. Elle plante, on la fixe, on redémarre, et quand c'est fini, qu'on a importé les données, on peut commencer à consommer ces événements techniques qui vont permettre de faire ce qu'on appelle une sorte de point-in-time recovery pour ramener cette base dans le présent et intégrer l'ensemble des changements. Et quand vous êtes proche de 0, parce qu'on n'est jamais 0 sur un système qui fait de la prod, vous allez toujours osciller 0, 5. Quand vous êtes proche de 0, vous pouvez commencer à ouvrir votre nouveau microservice pour démarrer votre phase de Canary Release. Et donc ça, c'est pour ça que moi, je trouve cette façon de faire assez intéressante, parce que ça fait nettement baisser la pression qu'il peut y avoir sur une mise en prod. Parce que, en fait, ce que vous allez faire simplement, c'est dumper des données, activer CDC, et c'est tout. Après, l'arrêt est terminé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Il nous reste 2 minutes 30 pour les questions. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions, vous m'attrapez dans le couloir, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas s'il va y avoir le... Bonjour, moi j'ai une question. Si on reprend le use case où l'utilisateur il change son numéro de téléphone, ouais. Si on change le numéro de téléphone et on dit il veut changer, et il veut choisir un username qui soit unique, il n'y a que la base de données legacy qui a l'information qu'elle est unique. Donc du coup, la requête va passer du microservice. Je redonne la main à l'utilisateur sans lui dire si son changement il a été pris en compte ou pas. Comment je renotifie l'utilisateur pour lui dire ton changement n'a pas été pris en compte, please choose another username. Ok. Alors en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on considère que l'état des données ici est propagé ici. Donc ça veut dire que au moment du traitement de la requête, on est en capacité d'aller voir est-ce que ce nom d'utilisateur est unique. Donc on n'a pas besoin de valider l'événement métier et de l'envoyer au legacy pour lui dire non, désolé, ce username, il est déjà pris. Donc on check tout de suite tout dans tout ce qui est snapshot. Okay. Ouais. Okay. Ce qu'on dit simplement, on modifie pas la base de données, parce que sinon c'est là qu'on peut commencer à générer des conflits entre les deux bases. Petite question, comment le legacy consomme les business events? Alors ça, c'est une brique qu'on a demandé aux partenaires de développer. Et ce qu'on lui a demandé, on dit bon ben voilà, donc on va shooter des business events dans Kafka, et ce qu'il va falloir faire, c'est que vous ayez une brique
qui consomment ces événements, et vous allez appliquer les règles de gestion, donc avec des API, des bibliothèques, on ne sait pas comment ils font, et vous allez appliquer les règles de validation usuelles. Très bien. Bonjour, merci pour la présentation. Une question, on voit que là on est dans la phase de transition. Quand on arrête la fonctionnalité au niveau du legacy, que les données maîtres ne sont plus dans le legacy, le circuit de mise à jour... En fait, on va continuer à propager le changement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, dans le cas de ma fiche client, si tous mes utilisateurs utilisent la nouvelle fiche client dans le nouveau système, on va continuer à propager le changement, parce que de toute façon, dans l'archi microservice, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir propager ce changement aux autres microservices aussi. Et on va considérer que potentiellement, le legacy peut être intéressé par ce changement, mais il ne va plus le valider, puisque maintenant, le ownership des données est passé du côté de la nouvelle plateforme. Fini ? Merci.